Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un événement se déroulant le 25 août 1270, la mort de Saint Louis. Ce dernier décide le 25 mars 1267, jour de l'Annonciation, bien que déjà âgé de 52 ans et à l'apogée de son règne, d'annoncer son intention de retourner en croisade et de déclencher la 8e croisade pour sauver ce qui pouvait l'être des États francs après l'échec de la précédente. Ses barons et amis se montrent cette fois très réticents à le suivre. Son plus proche ami Joinville, sénéchal de Champagne, refuse même de le suivre, faisant valoir la nécessité de surveiller sa province. Instruit par l'expérience, le roi confie le gouvernement du royaume de France à ses conseillers plutôt qu'à son épouse, pour éviter à celle-ci les tourments qui ont atteint sa mère Blanche de Castille pendant l'expédition d'Égypte. Voulant en savoir plus sur la mort de Saint Louis, venez avec moi. La gravure représentant le roi Louis IX, futur Saint Louis, mort de la peste à Tunis lors de la 8e croisade en 1270 est restée dans les mémoires. Mais de nouvelles analyses viennent contredire cette image d'Épinal. En réalité, les conditions de la mort du 44e roi de France, canonisé par l'Église en 1297, sont toujours restées assez mystérieuses. Si l'histoire a retenu la peste comme cause de décès officielle, d'autres maladies comme la dysenterie ou le typhus ont été évoquées. Les derniers prélèvements en date rendent un tout autre verdict. Saint Louis serait mort du scorbut. C'est le résultat qu'ont donné des analyses avec scanner carbone 14 microscope effectués sur la mâchoire de Louis IX conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Saint Louis n'est pas mort de la peste, mais d'une complication du scorbut qui a attaqué la gencive puis l'os, explique le docteur Philippe Charlier, qui a dirigé cette étude. Le scorbut est une certitude, mais une cause de mort peut en cacher une autre. Comme il est fragilisé par le scorbut, il a pu développer une infection ou plusieurs et en mourir. Le scorbut est une maladie due à une carence aiguë en vitamine C qui entraîne dans ses formes les plus graves un déchaussement dentaire, la purulence des gencives, des hémorragies, puis la mort. Dans le cas de Saint Louis, il semblerait que son régime alimentaire composé quasi exclusivement de poissons durant cette 8e croisade ait largement favorisé le développement d'une carence en vitamine C. Mais que fait-il à Tunis et quel but visait-il en se rendant aussi loin ? Le règne et la personnalité de Louis IX éclairent l'histoire de France comme un rayon de soleil. D'abord parce que l'homme unit parfaitement la politique au sens de l'humain. Ensuite parce que son époque marque l'apogée de la civilisation française du Moyen-Âge, tant par le rayonnement de l'esprit que par l'équilibre des institutions. Né le 25 avril 1214, le Saint-Roi n'a que 12 ans lorsque sa mère, Blanche de Castille, assure la régence. Celle-ci est bénéfique pour le royaume de France. Elle ramène la paix civile, pose les fondements de l'agrandissement du domaine royal. À sa majorité, le jeune roi laisse gouverner sa mère jusqu'au moment où, en 1242, il doit affronter le roi d'Angleterre, Henri III. L'ayant vaincu, il lui concède une paix si généreuse qu'il règle tout litige. Il avait agi de même à l'égard du duc d'Aragon, ainsi apparaît son souci d'une paix durable. Cette attitude lui vaut un grand prestige en Europe. On le prend comme arbitre des conflits internationaux. En politique intérieure, même souci de scrupuleuse équité. Apparaissant comme le garant du bien public, le pouvoir royal prend une grande influence. Le roi sévit contre les abus administratifs, les méfaits des guerres privées. Il crée sous son autorité une vaste juridiction d'appel. Malgré certaines résistances, une législation d'inspiration chrétienne tend à s'imposer. Soucieux d'une bonne gestion économique, le roi fait appel au riche ordre des Templiers pour contrôler les finances. En 1263, la création de l'écu d'or et du gros tournoi d'argent assure dans le royaume de France une monnaie saine. L'ordre social atteint une perfection remarquable. La noblesse est soumise tout en restant puissante. La bourgeoisie est prospère. C'est l'apogée du système féodal. En 1248, Saint Louis est déjà parti pour la croisade, mais la défaite de la Mansoura en Égypte lui a valu la captivité. Ensuite, malgré un séjour de 4 ans en Syrie, il n'a pu relever durablement les établissements de Terre Sainte. Dès lors, il ne songe qu'à y retourner, mais l'idéal de croisade est en déclin.
Les uns préfèrent gagner le salut par une conversion intérieure en restant chez eux. Les autres commencent à penser que pour convertir les infidèles, la mission vaut mieux que la guerre sainte. Quant aux aventuriers, ils entrent en Italie au service de Charles d'Anjou, qui les rémunère mieux que les expéditions d'Orient de plus en plus aléatoires. Vers l'année 1267, on apprend que Bondoktar, sultan des Mamelouks, ravage la Palestine, s'emparant des places fortifiées par Saint-Louis et qu'il menaçait d'anéantir les colonies chrétiennes d'Orient. Pire, les musulmans eux-mêmes subissaient la pression des Mongols qui risquaient à leur tour de déferler en Terre Sainte. Saint-Louis prononce alors le serment d'aller combattre les infidèles. Accompagné de grands du royaume, Joinville proteste grandement, allant jusqu'à écrire que ceux qui conseillent au roi de croiser une seconde fois prêchent mortellement. Ces craintes, partagées par nombre de ses contemporains, s'avèrent justifiées. Louis IX s'assure alors de la tranquillité de son royaume, complétant les législations en place, fixant les droits des enfants à son héritage et nomme pour gouverner pendant son absence Mathieu de Vendôme et le comte Simon de Nesle. Et au cas où ces derniers viendraient à mourir, il désigne l'évêque d'Évreux et le comte de Ponthieu. Il s'embarque ensuite à Aigues-Mortes, accompagné de ses 3 fils avec une armée de 60 000 hommes et une flotte de 1800 vaisseaux. Il fait une première escale en Sardaigne, chez son frère Charles d'Anjou, puis s'en va vers Tunis, destination qui laisse dorénavant perplexes les historiens. Tunis ne se trouve nullement sur la route des croisades. Certes, Louis IX espère convertir l'émir de Tunis, mais peut-être agit-il sous la pression de son frère Charles d'Anjou. Quoi qu'il en soit, la croisade tourne à la catastrophe. Le roi débarque à la Goulette le 17 juillet 1270. Tout de suite se déclarent des épidémies de typhus et de dysenterie. Jean Tristan, le fils de Louis IX, qui est né lors de la première croisade, alors que son père était en captivité, meurt le 3 août 1270. Son père décède 20 jours plus tard, Joinville ayant refusé de participer à cette seconde croisade. Les descriptions de la mort du roi tiennent de la géographie. On raconte ainsi, lors de son agonie, il s'inquiétait, songe-t-il, surtout à son armée. « Ô Dieu, écrit-il, ayez pitié de ce peuple qui m'a suivi sur ses rivages. Conduisez-le dans sa patrie. Faites qu'il ne tombe pas entre les mains de vos ennemis et qu'il ne soit pas contraint de rogner votre saint nom. » À la toute fin, il demande à être placé sur un lit de cendres, les bras croisés sur la poitrine. Ses dernières paroles auraient été « Seigneur, j'entrerai dans votre maison. Je vous adorerai dans votre saint temple, et je glorifierai votre nom. » Désespérés, les croisés rembarquent le 11 novembre vers la Sicile, puis vers la France. Durant le voyage, les épidémies continuent leurs ravages. Thibaut de Champagne, Isabelle d'Aragon, l'épouse de Philippe III le Hardi, fils de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers et sa femme Jeanne n'arriveront pas vivants en terre de France. Les funérailles du roi auront lieu à Saint-Denis le 22 mai 1271. Avant de repartir, il s'agissait d'ouvrir le corps du roi, d'en sortir de nombreux organes, dont le cœur, précieusement mis de côté pour être l'objet d'attention particulière. Le reste de la dépouille est plongé dans de l'eau et du vin porté à ébullition. Les os sont ensuite conservés à part, les entrailles et les chairs sont, elles, additionnées de sel et enveloppées dans plusieurs doubles de toile imprégnées de cire, puis cousues dans un cuir de taureau et enfin renfermées dans une boîte. Les éléments de la dépouille du roi sont destinés à être répartis en 2 ensembles. Philippe III, fils et successeur du défunt, doit emporter les éléments du squelette en France, tandis que son oncle, Charles d'Anjou, se voit remettre le reste du corps destiné à être conservé dans son royaume de Sicile. Après un mouvementé voyage en Italie, la barrière alpine est un nouveau défi. Elle est franchie au col du Mont Cenis, au prix de nombreux efforts. Dernière grande étape en avril, avant le royaume des Lys, Lyon, sur le point de devenir française. Pour la ville, l'arrivée du grand convoi venu d'Afrique pose certainement des questions logistiques, mais elle apporte aussi un soulagement. L'interdit qui frappe alors la cité, les sacrements ne peuvent être prodigués et mis entre parenthèses. Enfin, les restes de Louis IX traversent la France, passant par de nombreuses villes ou lieux de pouvoir. Mâcon, Cluny, Troyes, Paris est atteinte en mai. Les restes de Louis IX passent ensuite, entre autres, par la Sainte-Chapelle, dont le défunt avait été le commanditaire. On pourrait croire les turbulations d'un voyage terminé, en réalité, pas tout à fait. Le 22 mai, à l'arrivée à la nécropole royale de Saint-Denis, est marqué par un incident peu glorieux.
Les moines refusent d'ouvrir les portes tant que l'archevêque de Sens et l'évêque de Paris ne se seront pas retirés de peur que les deux prélats ne tirent argument de leur présence pour piétiner à l'avenir l'exemption dont jouit l'abbaye. Les moines tiennent au privilège qu'ils ont reçu de ne dépendre que du pape. Il faut en conséquence que les deux prélats se tiennent en dehors des limites de la juridiction de la puissante abbaye. L'inhumation, enfin, a lieu 9 mois après la mort de celui qui, un peu moins de 3 décennies plus tard, sera déclaré saint par l'Église catholique. Comme on l'a vu, roi pieux et défenseur du christianisme, Louis IX décide en 1267 de partir à nouveau en croisade en Orient. La 8e croisade part de Paris le 15 mars 1270 et arrive le 7 juillet dans les ruines de Carthage en face de Tunis. Affaiblie par la chaleur et la maladie, l'armée de Louis IX est incapable de se battre et doit attendre des renforts. Charles d'Anjou, roi de Sicile et frère du roi de France, est en route pour les rejoindre. Début août, l'un des fils du roi meurt de maladie, tandis que Louis IX décède quelques heures avant l'arrivée des renforts le 25 août 1270. La 8e croisade continue malgré tout quelques mois jusqu'à ce qu'un accord soit signé entre les croisés et les musulmans, eux aussi affaiblis par la maladie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître les autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.